La dérive génétique ou le jeu du hasard. Nous avons parlé dans un autre cours de sélection naturelle. Nous avions pris l'exemple de la phalène du bouleau. On avait vu que si un papillon blanc se pose sur un fond blanc, il est moins perçu qu'un papillon noir qui se pose sur un fond blanc. Donc les prédateurs mangent en priorité les papillons qui ressortent du milieu. Et de ce fait-là, on va avoir ce que l'on appelle une sélection naturelle, génétique, entre guillemets. Et dans notre exemple, les papillons blancs vont davantage proliférer que les papillons qui ont une couleur sombre et vice-versa. Alors, là on parle de dérive génétique ou le jeu du hasard. Alors c'est un petit peu différent de ce que l'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est les êtres vivants vont profiter d'une opportunité qui leur est offerte de pouvoir vivre dans un milieu précis. Donc ça peut être sous l'effet de la pression naturelle que certains individus, certains gènes, certains allèles vont être sélectionnés par rapport à d'autres. Là, on va plus parler, dans la dérive génétique, d'un jeu de hasard. Alors, nous allons mieux comprendre ce que signifie ce mot jeu de hasard, ou cet ensemble de mots jeu de hasard, en parlant de quatre choses importantes. On va essayer de voir ce que l'on appelle l'effet fondateur, à partir de l'exemple d'une population, enfin d'un groupe, d'une espèce de secte, en fait, communauté religieuse, on va dire, qui s'appelle les Utérites. On va voir que chez le tétras des prairies, dans l'Illinois aux États-Unis, il va y avoir une perte de la biodiversité génétique. On va voir un jeu, donc vous allez pouvoir vous amuser à faire, que l'on appelle, donc à partir d'un logiciel que l'on appelle la dérive génétique. Donc on va essayer de comprendre, voir un petit peu ce qui se passe génétiquement concernant une modélisation pour comprendre le rôle du hasard. Puis nous allons terminer par voir l'impact de l'effectif de la population concernant cette dérive génétique. Alors l'évolution d'une population peut se produire sans l'intervention de sélection naturelle. Quelquefois, il n'y a pas besoin d'une certaine pression de sélection naturelle pour que des individus puissent apparaître ou conserver leur gène, voire amplifier leur fréquence. Alors on peut se poser la question, dérive génétique, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et quelles sont les situations qui permettent de montrer que cette dérive génétique a un rôle important dans cette biodiversité que l'on trouve à l'échelle de la planète, mais aussi à différentes échelles, entre l'échelle 0 où il n'y a rien et l'échelle planétaire. Il y a tout un jeu, toute une panoplie entre guillemets d'écosystèmes, dont le plus grand c'est l'écosystème Terre et le plus petit c'est, je vous laisse trouver la solution. Alors commençons par voir l'effet fondateur. On va prendre l'exemple à partir du système HLA, donc qui est un système qui va s'intéresser au rejet des greffes. On va prendre l'exemple de 3 allèles à partir d'un gène, puisque les allèles sont des versions différentes d'un même gène. Donc un gène, s'il n'a pas d'allèle, eh bien c'est le gène qui s'exprime tout seul. Si le gène a des allèles, eh bien le gène s'exprime, mais cette expression se fait sous la forme, grâce à ces allèles. Autrement dit, si par exemple on a 3 allèles pour un gène, eh bien l'allèle numéro 1 qui va s'exprimer, par exemple, eh bien c'est le gène qui s'exprime, mais c'est la forme allélique qui a correspondu à une mutation de ce gène au cours de l'évolution des espèces. Alors les Utérites, donc c'est une communauté religieuse qui provient de l'Europe centrale. Alors, entre 1874 et 1879, il y avait 1265 Utérites qui appartenaient à 15 familles différentes.
Alors, ils ont fondé leur communauté aux États-Unis et au Canada. Et ils ont évolué de manière indépendante par rapport au reste du monde. Et une originalité, c'est que les utérides ne restent qu'entre eux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, donc s'ils veulent se marier, c'est entre eux. Donc vous pensez bien, gros problème de consanguinité, mais ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. Alors, donc, on va essayer de comprendre cette dérive génétique à partir de l'exemple des utérides. Prenons, comme je vous l'ai dit, 3 allèles A10, A11, A28, donc qui sont 3 versions du gène HLA-A. HLA grand A. Donc, comme je vous l'ai dit, un gène participant au phénomène de rejet des greffes. On a un graphique qui nous présente la fréquence en pourcentage des allèles en fonction de certaines populations. Alors on va prendre le pourcentage chez les utérides, le pourcentage de la population française, le pourcentage des Suisses et le pourcentage aux USA. Alors, concernant la France, la Suisse et les USA, on constate que la fréquence des 3 allèles pour chacun des 3 pays, enfin pour chacune de ces 3 populations, c'est pratiquement pareil. Pareil dans ce sens où il y a les 3 allèles qui sont présents dans la population et concernant les allèles A10 et A11, on a à peu près dans les 3 populations le même pourcentage, soit 6%, à peu près. Concernant l'allèle A28, on a pour les 3 populations à peu près le même pourcentage, bon, un petit peu plus pour les Suisses, et ce pourcentage est environ de 3%. Donc voilà, donc A28, 3 fois moins que A10 et A11. Mais les 3 allèles sont représentés dans les populations françaises, suisses et des USA. Maintenant, si on regarde chez les utérides, quelque chose qui nous marque, en fait, c'est qu'il y a une absence des allèles A11 et A28. Il n'y en a pas. Et autre chose remarquable, c'est que la fréquence de l'allèle A10 est portée à 13%. Donc 13%, alors que pour France, Suisse et USA, A10 était à 6%. Donc vous voyez, plus de la moitié concernant la fréquence de l'allèle A10. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu, à partir d'une population qui faisait partie de l'espèce humaine, mais une communauté qui s'est isolée du reste du monde et dont les individus ne s'accouplaient qu'entre eux, en fait, ont donné des générations, une génération au niveau de laquelle il y a eu une espèce de dérive génétique, alors qui était due sans doute au hasard, hein, parce qu'au départ, on aurait très bien pu, au sein de cette population, avoir un allèle A11 par exemple, ou A28. Et puis ces allèles se soient retrouvés chez les utérides. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une dérive en ce sens que A11 et A28 ont disparu et n'est resté que A10. Alors, A10, donc rejet des greffes, hein, donc voilà. Le rôle exact dans le rejet des greffes n'est pas précisé ici. En tout cas, on a bien une dérive génétique par isolement d'une population par rapport au reste de la population mondiale. Ensuite, deuxième cas, qui va correspondre à dérive génétique également, mais qui va être due à la disparition d'une espèce suite à l'exploitation par l'homme d'un certain territoire. Alors, je vous ai dit, on va prendre l'exemple du tétras des prairies, qui est une espèce vulnérable. Donc, vulnérable, ça veut dire que cette espèce va sans doute disparaître. Alors, au début du XXe siècle, des milliers de tétras peuplaient les prairies de l'Illinois aux États-Unis. Mais il y a eu une expansion urbaine
expansion agricole, donc l'homme avait des besoins, ou il s'est donné des besoins en tout cas, et l'habitat des tétras a été transformé, et l'effectif à partir d'un effectif qui était entre 1000 et 25 000 dans les années 1930 à 1960, eh bien, dans l'année 1993, ils se sont retrouvés, les Illinois, avec une population de tétras de 50 individus, contre 10 000 à 25 000 autrefois. Pourquoi? Parce que si on regarde en fait la zone d'habitation des tétras, on s'aperçoit que en 1930, par exemple, les endroits où vivaient les tétras étaient des endroits qui étaient immenses dans l'Illinois, et puis tout doucement les hommes ont exploité, etc. Et donc ces ressources naturelles pour les tétras se sont trouvées amoindries, et donc les tétras n'avaient plus que 2 sites où on les a retrouvés avec une population de 5. Donc là c'est un cas particulier. Alors les scientifiques ont étudié l'ADN des tétras actuels et l'ADN des tétras qui colonisaient aux alentours de 1930, et donc simplement en prenant de l'ADN dans les musées, il y avait des êtres vivants, enfin des tétras qui se trouvaient empaillés, et donc on a pu prendre de l'ADN et puis essayer d'étudier un petit peu les pourcentages. Alors, donc, dans les années 1930 et 1960, la taille de la population, je vous l'ai dit, c'était de 1000 à 25 000, et le nombre moyen d'allèles par gène, il fallait évidemment faire un comptage de tous les gènes, et le nombre moyen d'allèles par gène était de 5,4. 1993, il n'y avait plus que 50 tétras, et le nombre moyen d'allèles par gène a été réduit à 3,7. Voilà, donc on s'aperçoit que finalement l'isolement des tétras a fait que le pourcentage d'allèles a diminué. Alors très certainement, on imagine qu'entre 5,2 et 3,7, donc il y a eu une disparition de certains allèles. Ça veut dire qu'il y a bien eu une dérive génétique. Donc la dérive génétique, c'est un mécanisme évolutif qui n'est pas, qui est dû au hasard. C'est pas une question de sélection naturelle, c'est différent. Cette dérive s'exerce à l'échelle d'une population, et de ce fait, la fréquence des allèles peut changer de façon aléatoire, et ceci d'autant plus que la population diminue en nombre. Donc, ça veut dire que ce jeu du hasard s'exprime beaucoup plus en fait lorsque la population est à faible effectif. Et voire quelquefois au sein d'une population, la dérive génétique peut provoquer la disparition complète d'un allèle. C'est très certainement ce qui s'est passé au niveau du tétras, au niveau de la population de tétras des prairies. Voilà, donc ce phénomène de dérive génétique est d'autant plus fort que les populations sont petites, on vient de le dire. Il s'exerce par exemple lorsqu'une partie de la population voit ses effectifs diminuer, ou lorsque un groupe d'individus va s'isoler du reste de la population mondiale. C'est très très net. On a vu l'exemple des utérites et l'exemple des tétras. Maintenant, on peut s'amuser à essayer de mieux comprendre le rôle du hasard à partir d'un jeu que je vous invite à faire. C'est amusant, il faut comprendre, et puis l'intérêt c'est de comprendre également les lois de la génétique, entre guillemets, bon, pas comprendre les lois, mais voir, les lois, là par exemple on parle de dérive génétique, alors c'est pas une loi, c'est un fait dû à la vie, l'existence, biodiversité, etc. Donc modélisation pour comprendre un jeu de hasard. Donc il existe un logiciel qui s'appelle Dérive génétique, que je vous invite à télécharger, il est gratuit. Alors, le devenir d'un allèle n'est prévisible que si l'on considère une population et un nombre de descendants importants. Ça veut dire que là, on peut, donc si ce nombre dans la population est pratiquement infini, on peut éventuellement prévoir l'avenir de tel ou tel allèle ou de tel ensemble d'allèles.
Mais la réalité, elle est différente. En effet, et on l'a vu dans le cas des utérites et du tétras, que en réalité, les effectifs peuvent être limités. On peut avoir transmission ou non d'un caractère entre un génitaire et une descendance. On peut avoir une mort accidentelle du porteur d'une mutation. On peut avoir un isolement d'une partie de la population. Alors soit par isolement volontaire de la part des utérites, communauté qui voulait rester seule, soit isolement et même destruction et anéantissement d'une grande partie de population qui se retrouve à effectif réduit lorsque l'homme va conquérir ou détruire des territoires qui appartenaient à une certaine biodiversité. Voilà. De ce fait, donc, la fréquence des allèles dans une population peut varier sous l'effet du hasard, et c'est ce que nous allons voir dans le jeu, et ce phénomène est tout simplement appelé dérive génétique. Cela consiste en quoi? Essayons de comprendre à partir de ce logiciel. Alors, ce logiciel, il permet de modéliser le phénomène de dérive. Il stimule notamment le tirage au sort à partir des boules de couleur parmi un certain stock de boules, donc de couleurs. Alors, il faut répéter l'opération plusieurs fois, autrement dit, il faut simuler ce que l'on appelle les générations. Donc, il faut partir d'une génération initiale et puis on génère, par exemple, une dizaine de générations et on essaie de voir ce qu'il advient des différentes boules qui correspondent à des couleurs, enfin, donc des boules de différentes couleurs. 3, par exemple, là on a pris l'exemple de 3 boules, je vais vous expliquer après, et qui peuvent symboliser, par exemple, nos 3 allèles. Tout à l'heure, on avait les allèles à 10, à 11, à 28, on peut leur donner une couleur, et puis dire, à partir du jeu, eh bien c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que l'on a pu expliquer qu'il y a eu une dérive génétique. Alors, il faut paramétrer d'abord le logiciel. Par exemple, on prend un nombre de boules, on dit ça peut être 100, 200, 1000, bon, là on va dire 100, on ne va pas en prendre trop. Et on va mettre un nombre de couleurs, 3 couleurs, et on va prendre du rouge, du vert foncé et du vert clair. Et puis on va lancer la simulation sur tant de générations, là par exemple on va dire 10 générations. Et on va comparer les résultats en faisant la même chose dans une deuxième expérience. Donc on lance, on paramètre, donc on a bien une génération initiale, et puis on lance nos 10 générations. Alors la technique du logiciel, je vous laisse la découvrir. Et on obtient un premier résultat de modélisation suite à une dérive correspondant à des couleurs différentes qui vont apparaître, enfin une sélection de certaines couleurs en tout cas. Et là au bout de 10 générations, alors que dans la génération initiale on avait à peu près le même pourcentage de rouge, de vert foncé et de vert clair, et bien au bout de la génération numéro 10, le hasard a fait que on avait une très très grande majorité de boules rouges. Donc là on est bien dans le hasard. C'est bien le hasard qui a réparti les différentes couleurs de génération en génération entre la génération initiale, puis la génération 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10. On fait l'expérience une deuxième fois. Est-ce qu'on va obtenir la même chose, à votre avis? Eh bien non, bien sûr que non. On ne peut pas obtenir la même chose si on fait intervenir le hasard. Sinon, tout le monde gagnerait au loto. Alors, génération initiale, pareil. Alors, on définit une génération initiale. On définit encore 100 boules, on paramètre une nouvelle fois. Et on prend toujours 3 couleurs, mais on prend les mêmes couleurs, vert foncé, vert clair et rouge. On lance le nombre de générations que l'on met à 10, alors génération 1, les boules se répartissent de telle couleur, génération 2, même chose, etc. jusqu'à la génération 10. Et là, on s'aperçoit que les boules rouges ont pratiquement disparu, il y en a encore quelques-unes, et que les boules vertes claires et vertes foncées sont en quantité prédominante. Alors là, évidemment, il faut comparer les deux résultats de modélisation de la dérive des couleurs, simulant la dérive génétique. Et là, on s'aperçoit bien que le hasard a fait que, on a une majorité de rouge dans un cas, une majorité de
si on remplace les couleurs par des allèles, par exemple allèle A10, A11, A28, dans le cas du gène HLA que l'on a vu précédemment, eh bien, on s'aperçoit que la dérive génétique s'est faite en faveur de l'allèle A10 chez les utérines. Donc il y a bien eu une dérive génétique qui s'est faite, et d'autant plus facilement, avec une fréquence importante de l'allèle correspondant, parce que les utérites forment une petite population. Donc plus la population est petite, plus l'effectif est petit en fait, et plus la dérive génétique est importante. Bon. Ensuite, on peut s'amuser à voir l'impact de l'effectif de la population. Donc, dans les exemples étudiés où l'effectif de la population est faible, la dérive génétique est très marquée. Donc on observe très vite la disparition de certains allèles et le maintien ou même l'augmentation d'autres allèles, de la fréquence d'autres allèles. Donc une activité pratique à l'aide de la même modélisation que l'on a vu précédemment, on va chercher à mettre en évidence l'importance de l'effectif de la population dans le phénomène de la dérive génétique en essayant de comprendre l'évolution de la fréquence de chaque couleur avec 100 boules. Donc ce sera un graphe que je vais vous expliquer après, et avec 9 boules. Et là on verra que entre 100 boules et 9 boules, alors que dans l'exemple précédent, dans le jeu du hasard logiciel dérive génétique, on avait pris 3 boules dans les deux cas. Et là on va prendre non pas... Alors on avait pris 100 boules dans les deux cas. Là on va prendre, dans un cas on va prendre 100 boules et dans l'autre cas on va prendre 9 boules. Donc ça sous-entend que l'effectif de la population a diminué, puisqu'on est passé de 100 à 9. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et on va voir quel résultat on obtient. Alors on fait ainsi plusieurs modélisations en faisant varier le nombre de boules de départ, et chaque boule représente un individu. Un individu, donc ça veut dire qui va posséder tel ou tel allèle, symbolisé par telle ou telle couleur. Commençons par les 100 boules. A. Donc on avait pris nos 3 couleurs, et puis comme dans l'expérience précédente, on a vu qu'il y avait une majorité de rouge dans une expérience, une majorité de vert clair et foncé dans l'autre expérience. Et bien là, on regarde, donc on a la fréquence des couleurs en fonction du nombre de générations, pareil. Alors commençons par, on a pris 3 couleurs, hein, rouge, vert clair et vert foncé. Le rouge, fréquence des couleurs, rouge était à peu près stable, on va dire fréquence des couleurs 10, 20, 30, 40, 40 à peu près, on va dire 40 individus, on va dire, et sur les 40 individus, eh bien, le nombre d'individus est resté à peu près stable sur une dizaine de générations. Enfin, la fréquence de la couleur rouge, en tout cas, est restée stable tout au long de l'expérience. Concernant le vert foncé, la population est restée stable jusqu'à 5 générations à peu près, et puis ensuite, il y a un insecte sur l'objectif, et puis ensuite, donc la population verte foncée a augmenté, enfin l'allèle, la fréquence de l'allèle a largement augmenté pour monter à une fréquence de donc au moins une fois supérieure à celle de la population rouge. Et concernant la couleur verte claire, elle a pratiquement disparu au bout de 10 générations. Voilà, donc maintenant essayons de regarder dans le cas de 9 boules. 9 boules, donc ça veut dire que l'effectif est beaucoup moins important au sein de la population. Alors commençons par le rouge. Eh bien, la couleur rouge a disparu au bout de 5 générations. Il n'y en a plus. Donc, la dérive génétique a été très marquée dans ce sens, qui est dérive génétique dans le sens où un gène a disparu, un allèle a disparu, donc, symbolisé par la couleur. Concernant le vert clair, eh bien, la population, après avoir diminué un petit peu au bout d'une génération, donc, donc la fréquence a très largement augmenté. On a obtenu pratiquement 100% de couleur verte claire. Ensuite, concernant la couleur verte foncée,
La population s'est relativement stabilisée avec des hauts et des bas au cours des générations, puis a finalement disparu au bout de 10 générations. Donc là, on fait bien sûr le parallélisme avec les utérites qui ont vu leur allèle A10 augmenter de façon importante au bout d'un certain nombre de générations. On n'a pas précisé le nombre, mais en très peu de temps, très peu de générations. Donc le parallélisme est fait entre la couleur qui a été sélectionnée au bout de 10 générations lorsque l'effectif était beaucoup moins important, et puis donc la dérive génétique. En fait, c'est bien un jeu de hasard. On a bien montré en quoi consiste la dérive génétique, dans quelle situation elle joue un rôle important. Voilà, notamment lorsque la population se trouve amoindrie, lorsque la fréquence des individus d'une population se trouve amoindrie, et lorsque des espèces se trouvent éradiquées, on va dire ce mot-là, comme dans l'exemple du tétras, par l'action de l'homme sur la nature, qui fait en sorte que la biodiversité s'amenuise de plus en plus, et peut-être faire attention à la 6e extinction que l'homme est très certainement et largement en train de créer, de produire. L'homme, s'il continue ainsi à réduire le nombre d'espèces, à agir sur les modifications du climat, sur du court terme en tout cas, court terme à l'échelle humaine, à l'échelle de quelques décennies on va dire, eh bien l'homme conduit à sa perte, c'est-à-dire à la 6e extinction massive, disparition globale de l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Après cette courte petite parenthèse suite à l'étude de la dérive génétique, le cours est terminé. Merci.